Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Ambroise Mamba qui est notre expert maison en matière politique. Ambroise, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac magazine une fois de plus. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, je suis très content oui. de retrouver ce public de Tac au Tac magazine. Ok, Ambroise Mamba, la CENI a fixé une nouvelle date pour l'élection des gouverneurs, le 10 avril. Le report n'aurait pas duré, hein? Oui, mais est-ce qu'il fallait que ça dure? Non. Il ne fallait pas que ça dure. Parce que le président de la République, à mon sens, lorsqu'il a pris la décision de pouvoir reporter à une date ultérieure cette élection des gouverneurs, il y avait un objectif, à mon avis, qui était visé. Parce qu'il y avait quand même la paix sociale était mise en danger par les manifestations d'une grande partie de la population, mais qui ont été identifiés comme étant les combattants de l'UDPS. Il y a eu des morts en Bujimaï, il y a eu le siège du PPRD qui a été saccagé. Alors, cette décision est tombée, et vous n'avez pas vu que quand la décision est tombée, juste après, il y a eu la paix. Il y a eu la paix, les gens ne sont plus sortis, il n'y a plus de manifestations publiques. Et maintenant, la CENI a fixé une nouvelle date, ce qui signifie tout simplement qu'il faut que les institutions du pays se mettent en place. Les gouverneurs qui sont là ont tellement duré. Il y a des gouverneurs comme André Kimbuta qui a duré depuis 2007. Il est là depuis pratiquement plus de 10 ans au pouvoir. Alors, ce qui fait qu'il faut qu'on élise des nouveaux gouverneurs pour qu'il y ait des nouvelles institutions et permettre au pays d'avancer. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas s'attendre à un report. Mais d'autres estiment que non, les reports devaient un peu durer, que non, Nanga a boudé les mesures d'urgence du chef de l'État, qui devait attendre que le chef, je ne sais pas, s'il y a suspension, on devait lever la suspension, que la suspension n'a pas été levée, voilà. Non, il y a un peu une confusion par rapport au report, suspension, bon, je ne sais pas. Non, je suis en train de lire des choses comme ça dans les réseaux sociaux. Je considère tout simplement que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bassesse aussi. Il y a beaucoup de bassesse. Et il y a beaucoup d'enfance aussi. Il y a des gens immatures dans les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu constitutionnaliste, tout le monde est devenu administratif. Tout le monde peut analyser la décision. Je comprends bien, les gens sont tellement intéressés à la chose politique. Ouais, tout le monde suit de près. Oui, tout le monde suit de près la chose politique. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se trompent. Il y a même des adultes. Il y a même des universitaires qui se trompent. Lorsque vous lisez la décision qui a été prise à la suite de la réunion internationale, on a parlé de la suspension de l'installation du Sénat, et du report à une date ultérieure de l'élection des gouverneurs. Peut-être que le chef de l'État puisse fixer la date, puisque c'est lui qui a demandé à ce que les élections... c'est lui qui s'attend que le chef fixe la date, ne connaît rien. Ce n'est pas au chef de l'État de fixer la date. Ce n'est pas le chef de l'État qui organise. C'est pas lui qui organise, mais il a demandé la suspension de l'installation du Sénat, il a demandé le report des élections. Oui, en tant que garant de la nation. Oui. En tant que... Il faut essayer un peu d'expliquer nos téléspectateurs parce qu'il y a un peu confusion, les gens ne comprennent pas. Oui, mais il y a des gens aussi qui refusent de comprendre. C'est ça le problème. Il y a des gens qui refusent aussi de comprendre. Qui refusent carrément de comprendre parce qu'ils ont une position politicienne, ils ont un objectif politicien qu'ils veulent atteindre. Voilà pourquoi ils refusent de comprendre. Le chef de l'État, à la suite de ce qui est arrivé, la clameur publique sur les graves soupçons de corruption des députés provinciaux qui ont été corrompus, qui auraient été corrompus, je voudrais les dire au conditionnel, je suis journaliste, qui auraient été corrompus par des candidats sénateurs. À la suite de cette clameur publique, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, on a constaté, et le chef de l'État prend une décision pour apaiser les esprits. On suspend l'installation du Sénat. Cela ne veut pas dire qu'on a annulé l'élection sénatoriale, non. On reporte l'élection des gouverneurs. Parce que cette élection des gouverneurs devait se tenir le 26 mars. Ça signifie le mardi. Et tout simplement parce qu'il y a eu corruption. Il fallait quand même qu'on sursoie. Tout le monde a reconnu, à travers la clameur publique, qu'il y a eu cette affaire de corruption. Maintenant qu'elle a... Maintenant que vous parlez, c'est la base, c'est l'UDPS.
Est-ce que c'est le peuple? Ah oui, justement, la question est très importante. Oui. Vous savez, ces gens-là ont été identifiés comme étant politiquement, comme étant de l'UDPS. Oui, des militants de l'UDPS. Oui. Je voudrais vous poser la question. Nous avons 80 millions de Congolais, madame. Oui. Les 80 millions de Congolais appartiennent à quel parti politique? Dans ces 80 millions de Congolais, il y a une partie du PPRD. Du PPRD. Il y a une partie de l'UDPS. Il y a une partie de la Mouka. Oui. Il y a aussi des neutres. Encore faudra-t-il que les neutres puissent y en avoir. Oui. Mais lorsque des gens sortent, vous n'allez pas quand même vous attendre que tous les 80 millions de Congolais sortent pour que vous puissiez en déduire qu'il s'agit du peuple congolais qui a manifesté. Non, mais ça c'est impossible. Vous n'aurez jamais les 80 millions représentaient quand même une partie. Oui. Félix Tshisekedi est le président de la population congolaise. De la République. Le président de toute la population. Oui. Du PPRD, MLC, la Mouka, UDPS, ainsi de suite. Lorsqu'il y a 100, 200, 300, 400 personnes, 1000 personnes qui manifestent, qu'ils soient identifiés comme étant de l'UDPS, ça aurait été des gens du PPRD. Ça aurait été des gens de la Mouka. Mais ils n'ont pas été sanctionnés quand même. Ils ont commis des actes de vandalisme, tout ça. Sanctionnés, ça signifie? Ils n'ont pas été sanctionnés. Bon, mais puisqu'ils ont été identifiés comme les militants de l'UDPS, quand même, il fallait... J'ai suivi d'ailleurs. Parmi les cadres de l'UDPS, bien entendu, vous avez raison de voir les auteurs de la violence être sanctionnés. Oui. Ça, ce n'est que normal. Il y a les lois de la République. Vous manifestez, il faut être pacifique. Oui. Et lorsque vous devenez violent, la loi doit aussi vous sanctionner. Mais j'ai suivi aussi les cadres de l'UDPS se défendre. Encore faudra-t-il qu'ils puissent avoir raison que c'est parmi les gens identifiés comme étant de la Mouka qui auraient saccagé le siège du PPRD. On est habitué avec ces genres d'accusations. Oui. Mais là, il faut toujours amener ça devant la justice. Oui. Il faut coincer l'UDPS à ces moments-là. Oui. Il faut coincer l'UDPS, vous amenez ça devant la justice et vous sanctionnez les auteurs de cette violence. Oui. Ça, c'est normal. Mais lorsque vous n'amenez pas ça devant la justice, il ne faut pas se plaindre. Ce n'est pas à Tshisekedi de les sanctionner. C'est au parti? C'est à la justice, non pas à la justice. À la justice. Oui. Parce qu'il s'agit d'une affaire d'État à ce moment-là. C'est à la justice de les sanctionner. Et la justice devra faire son travail autant qu'elle l'ait fait pour les corrompus et les corrupteurs. Oui. Voilà. Alors, sur ce plan, on est clair, il s'agit d'une partie de la population. Oui. Et la violence, lorsqu'elle est là, il y a un problème de paix sociale. Ça aurait été les gens du PPRD, je viens de le dire, ça aurait été les gens de la Mouka. Tant qu'il y a un problème de paix sociale, le chef de l'État intervient pour calmer les esprits. Et il a réussi à le faire. Les esprits ont été apaisés. Et puis, le Sénat, dont l'installation a été suspendue, pourrait ouvrir ses portes prochainement. Et je pense que le chef de l'État pourrait... D'ailleurs, il y a une question pour ça. Je voulais d'ailleurs dire qu'on peut dire que le Sénat aussi sera bientôt installé. Voilà. Bien entendu, le Sénat sera bientôt installé. Ça signifie tout simplement, ça relève du droit administratif. Et si le Sénat est installé, que devient alors les dossiers sur la corruption? Non, les dossiers, le procureur général près la Cour de cassation est en train d'enquêter. Il est en train d'enquêter. J'ai appris que les auditions ont déjà débuté. Et je pense qu'il faut qu'on lui laisse le temps de pouvoir nous livrer les secrets de ces auditions. J'aurais appris qu'il y aurait des relevés téléphoniques. J'aurais appris qu'il y aurait des SMS, des transferts par M-Pesa, des auditions carrément. Tout ça, je pense que si ça arrivait à être confirmé, je pense que ça peut toujours l'être. Et surtout pour les députés de l'UDPS, vous n'allez pas quand même expliquer aux gens que l'UDPS, qui avait 12 députés provinciaux à Kinshasa, ne puisse obtenir aucun sénateur. Je pense que la corruption y est passée. Oui. Alors, les Sénats, les FCC est majoritaire au Sénat. Ce sont toujours les mêmes personnes qui vont revenir. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de supprimer carrément le Sénat? Ça serait possible? Parce que la population ne veut plus voir le même visage, des gens qui ont travaillé autrefois,
Quel souvenir Le problème, c'est ça, les constats. Le constat est tellement malheureux. Quel souvenir pour le Sénat? Le constat est tellement malheureux pour la gouvernance. Est-ce que la RDC garde un bon souvenir pour le Sénat? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme si c'était des gens qui travaillaient et qui étaient payés pour ne rien faire. Le constat est tellement malheureux pour la gouvernance, PPRD, FCC et consorts. Oui. Le constat est tellement malheureux parce que les résultats ne sont pas escomptés, le bilan est presque catastrophique. C'est peut-être pour cela que le candidat du FCC a échoué à la présidentielle. Et ce sont les mêmes personnes aussi qui vont alors, venir travailler. les mêmes personnes reviennent travailler. Oui. Les mêmes têtes reviennent travailler. Bon, qu'il y aura du bon. On peut supposer qu'ils ont été élus. On peut supposer qu'ils ont été élus. Il faut démontrer maintenant le contraire. Parce que quand on a estimé que Shadari n'a pas été élu, on a un autre président, Félix Tshisekedi. Oui. Maintenant, il faut démontrer que les sénateurs FCC n'avaient pas été élus. Mais s'ils ont été élus, c'est la faute aux députés provinciaux qui ont été aussi, à leur tour, été élus par la population et qui ont préféré reconduire, en quelque sorte, la machine FCC. Est-ce que le Sénat pourrait être supprimé? Non. Est-ce que l'élection sénatoriale pourrait être annulée? Possible. Possible, mais pas en raison de la corruption, non. Je pense que par rapport à la corruption, la justice va sanctionner les corrupteurs et les corrompus, mais le Sénat, lui, va continuer à travailler avec des gens qui ont été élus sans avoir plongé dans la corruption. Mais ce qui pourrait faire annuler l'élection sénatoriale, ce n'est pas la corruption, mais c'est un autre dossier. On a parlé de règlement intérieur des assemblées provinciales. Il semble que beaucoup de règlements intérieurs des assemblées provinciales du pays n'avaient pas reçu l'avis de conformité à la constitution des cours d'appel. Là, il faut maintenant suivre les dossiers au cas par cas. S'il y a une assemblée qui avait obtenu l'avis de conformité, on ne va pas annuler cette élection. Puisque s'il n'y avait pas l'avis de conformité, on va annuler non seulement l'élection sénatoriale, mais aussi l'élection des bureaux définitifs de ces assemblées provinciales. Et je pense que toutes les assemblées ne sont pas visées par ce cas. Toutes les assemblées ne sont pas visées par ce cas. Parce qu'il y avait des assemblées qui avaient dans le délai transmis leur règlement intérieur au niveau des cours d'appel. Et peut-être il y a aussi cet avis de conformité qui leur avait été donné par les cours d'appel. Et dans ces cas, ces assemblées qui ont élu leur bureau définitif n'ont pas de problème. Et pour ces cas, ces bureaux définitifs vont rester en place et leurs sénateurs aussi vont rester en place. Mais pour les assemblées dont l'avis de conformité n'avait pas été obtenu, je pense que et les bureaux définitifs cette élection sera annulée et les sénatoriales également. Eh ben, selon vous, l'UDPS aura-t-elle affronté les élections des gouverneurs tranquillement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Avec les soupçons qui pèsent sur les députés provinciaux de l'UDPS, bon, il me semble qu'il y avait quand même un deal, même si ce deal est tellement fragile entre le FCC et Cash. Il y avait un deal. Qu'il n'y avait pas de deal. Non, quand je parle de deal, je parle un peu de la coalition. De la coalition. Dans la coalition, il semblerait qu'il y aurait une répartition des gouvernorats des provinces entre Cash et FCC. Il semblerait que les gouvernorats des provinces de Kinshasa reviendraient selon cette coalition à l'UDPS. Ça signifie que c'est le candidat UDPS qui peut être élu gouverneur en bénéficiant des voix des députés provinciaux FCC. Alors, mais s'il s'agit maintenant d'une vraie fausse coalition, là il y a danger. S'il s'agit d'une vraie fausse coalition, il y a maintenant danger. Parce que l'UDPS n'est pas majoritaire. L'UDPS n'a que 12 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et là, il y a danger que les candidats gouverneurs de l'UDPS ne soient élus. Et avec la corruption qui s'y est mêlée... Ils n'ont pas des sénateurs. Il n'y a aucun sénateur avec 12 députés provinciaux. C'était peut-être dans l'accord aussi, hein, FCC Cash, non? Peut-être, hein, pas tellement dans l'accord, puisque là, au niveau de... Il ne s'agit pas de la répartition, là, il s'agit d'une élection individuelle. Oui, individuelle, chacun on peut toujours demander, non, il faut voter telle personne, c'est ce qu'on accuse à... Mais on aurait Jean-Marc Aboun, que non, il a proposé des députés qui n'étaient même pas membres de l'UDPS et tout ça. Nicole, oui. On dit que le FCC il y a eu des réclamations au niveau...
De militants, hein, la l'UDPS, là. Le FCC a obtenu la majorité des sénateurs au niveau du Sénat, mais il semblerait que c'est avec les indépendants. C'est pas avec les candidats officiels des partis. C'est avec les indépendants. Les indépendants qui ont battu campagne de manière individuelle et qui soutiennent la vision de Joseph Kabila et puis qui ont été élus sénateurs. Alors cela ne veut pas dire que le deal FCC Cash n'a pas marché. Mais il peut aussi s'agir d'une vraie fausse coalition. À ce moment-là, la candidature de l'UDPS au gouvernorat de Kinshasa est en danger. Et c'est là que je dis que l'UDPS ne va pas affronter cette élection dans un climat apaisé. Et vous savez, beaucoup de députés provinciaux vivent dans la clandestinité actuellement. Cette avec le fait qu'ils sont... coalition, là, c'est pas facile, hein, franchement. C'est pas du tout facile pour... l'UDPS de faire à chaque fois la volonté de la population. Vous savez les problèmes c'est quoi? Vous savez les problèmes c'est quoi? Félix Tshisekedi est président de la République. Mais les leviers du pouvoir sont dans les mains du FCC. Le bilan de gestion des 18 ans de la gouvernance du FCC n'est pas bon. Oui, n'est pas bon. Alors, est-ce que le FCC va faire des cadeaux à Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi réussisse sa gestion et que le monde entier applaudisse Félix Tshisekedi? Là où le FCC n'a pas fait bonne figure, vous pensez vraiment que le FCC va faire un cadeau à Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. C'est là que je dis que sur le plan politique, il peut y avoir des problèmes. On doit y avoir une coalition, un partenariat gagnant-gagnant, mais en dessous de cartes, les dessous des cartes font que on se donne des coups, peut-être pour faire du mal à l'autre, comme ça, facilement, la population pourrait... Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a, mais je suis en train d'analyser. Ça peut exister, puisque quand j'analyse bien les déclarations des cadres du FCC, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de ça, on n'est vraiment pas loin de ça, parce qu'on ne peut pas faire des cadeaux à Félix Tshisekedi, parce que s'il réussissait sa gouvernance, on va l'applaudir, le monde entier va l'applaudir, et on va dire que le FCC ne sert plus à rien. Vous savez que Joseph Kabila a encore des ambitions de revenir en 2023, pourquoi pas 2028, ainsi de suite. Et là, il faut que Félix Tshisekedi puisse échouer. Comme ça, la population pourrait être nostalgique envers Joseph Kabila. Et comme ça, sa candidature pourrait avoir la bénédiction de la population. Mais si Félix réussit, on va oublier... Quand même, hein, la population congolaise n'est pas amnésique. Hein. Nostalgique peut-être pour dire que Kabila peut revenir en 2023. Ça dépend des résultats de Félix Tshisekedi. C'est pour cela que vous voyez cette guéguerre. Oui, cette guéguerre. Vous voyez cette guéguerre. On estime que Félix Tshisekedi qui a commencé, Félix Tshisekedi a violé moi je voulais aussi vous poser cette question, savoir comment avez-vous trouvé les débats sur la suspension de l'installation du Sénat. C'est là où il y a eu soulèvement de tout de problèmes. Il y a cette guerre entre le FCC et Cash, MLC, le PPRD qui rejette les conclusions de cette réunion interinstitutionnelle qui pose vraiment problème. On dit même que Fathi a violé la Constitution et est exposé à une infraction haute trahison. Vous savez que lorsque on publie les résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018, on publie que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné l'élection. Il y a même Atundu qui a demandé le récomptage de voix. Bon, je ne voudrais pas me fier trop à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Je voudrais d'abord expliquer quelque chose par rapport à la question que vous m'avez posée, c'est très important. Lorsque on publie les résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018, il y a eu la paix au pays. Mais pourtant, les gens s'attendaient à une apocalypse. Les gens s'attendaient à la violence. Les gens pensaient que la fin du monde arriverait ce jour-là au Congo. Parce que les gens pensaient qu'on publierait Chadari gagnant de cette élection. Et les gens ne voulaient pas d'Emmanuel Damarzani Chadari. Et ça, c'est un secret des polichinelles. Mais lorsqu'on a la paix, maintenant, on passe l'éponge. Les gens qui pensaient qu'on arrêterait Joseph Kabila, on ne l'a plus arrêté, il est là. Il circule librement dans son pays. Les gens qui pensaient qu'on arrêterait quelques cadres du FCC, et certains s'enfuiraient peut-être à l'étranger. Encore faudra-t-il qu'ils puissent avoir le temps d'aller là-bas parce que beaucoup ont été sanctionnés, ils n'ont pas de droit de visa, ainsi de suite. Beaucoup pensaient qu'on arrêterait beaucoup de cadres du FCC. Il n'y a pas eu tout ça. Il semble qu'avec cette paix qu'on a maintenant,
il faut passer à autre chose. Le FCC a désormais des ambitions, il faut revenir aux affaires, non seulement en ayant les leviers de pouvoir, mais aussi en ayant la signature, pourquoi pas faire revenir Joseph Kabila au pouvoir. Voilà tous les sens, tout de suite, de la déclaration du FCC pour contester la décision de l'international par rapport à la suspension de l'installation du Sénat. Et là, on peut le comprendre facilement. Ça signifie tout simplement que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. On est en train de se cacher derrière un juridisme. On se cache derrière un juridisme, mais pour atteindre un objectif qui est tout à fait politicien. C'est quoi l'objectif? L'objectif de mettre en difficulté celui qu'on estime être son partenaire, le président de la République. Vous savez que tout de suite après, quand on a parlé de la majorité du FCC au Sénat, on a pensé déjà à la possibilité de mettre en accusation le chef de l'État. On a dit que désormais, le FCC peut mettre en accusation le chef de l'État pour les destituer, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette ambition nourrie par le FCC, je ne voudrais pas qu'on puisse leur prêter des intentions, cette ambition qui aurait été nourrie par le FCC, je pense que avec la suspension de l'installation du Sénat, il y a eu un peu de la déception. Voilà pourquoi il y a ce genre de déclarations pour s'opposer à la décision de l'international. Pourtant, l'élection de Yumbi, Butembo Beni, s'il a été reporté, la décision découle de l'international. Ça signifie tout simplement qu'en politique, on ne se fait pas de cadeau. On oublie vite quand même. C'est pour cela c'est pour dire que non, les Congolais ne sont pas amenés. C'est pour cela que je suis tenté de parler d'une vraie fausse coalition. Une vraie fausse coalition. Une vraie fausse coalition. Peut-être dans les déclarations, on fait des déclarations, mais on nourrit notre ambition. C'est pour leurs intérêts. Moi, bon, c'est ce qu'on a comme impression. On nourrit notre ambition. Oui, on n'est pas loin d'un affrontement, d'un bras de fer entre Félix Tshisekedi et le FCC. Entre Félix Tshisekedi on n'est pas loin de ce bras de fer. Et qui, quand Cheo Kitundu dit que non, Félix ne doit pas jouer avec le feu, et les réponses... Non, mais ici je ne voudrais pas beaucoup plus analyser les déclarations qui se passent dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup à manger à boire dans les réseaux sociaux. Si Cheo Kitundu a dit ça, oui, bon, qu'on considère tout simplement qu'on ne se fait pas de cadeau en politique, mais je voudrais ici ne pas tellement croire à ça. D'abord, au nom de la population, donc Fatch est prêt à violer la Constitution pour satisfaire la population. Parce que même le DIRCAB, Vital Kamerhe dit, c'est lui qui a le peuple, n'a pas peur de blaguer avec le feu. Donc c'est le peuple d'abord. C'est là la différence entre la gouvernance. Les premiers 100 jours de Félix Tshisekedi nous prouvent une différence dans la gouvernance, à l'écoute de la population. Dans la gouvernance de Félix Tshisekedi, entre la gouvernance de Félix Tshisekedi et celle du FCC. Il y a quand même une différence. La différence, c'est que Félix Tshisekedi cherche à tout prix à satisfaire la population, même si il ne peut pas le faire à 100%, même s'il ne peut pas le faire à 100%, il s'ébat. Lorsqu'on parle de la corruption, il essaie de réagir. Il essaie de réagir. Lorsqu'on dit que il y a des grèves par-ci par-là, il essaie de réagir. Et lorsque... C'est pourquoi mais il y a des les mécontents l'accusent... Les sous-ordres de Kabila, qui avait 2 présidents de la République. Les mécontents l'accusent de populisme. Oui, de populisme, oui. Ils disent que non, ce sont des décisions populistes. Oui. J'ai même suivi un député national par rapport à l'affaire des émoluments. Dire par exemple que prétendre baisser les émoluments des députés nationaux aujourd'hui relève du populisme. Tout simplement parce qu'on est mécontent d'une décision, mais on trouve un prétexte pour accuser celui qui pense mieux faire. Alors il faut alors se regarder à travers les résultats. Et c'est là qu'il faut faire attention. Si on s'attaque à Félix Tshisekedi lorsqu'il prend une décision qui est bien-être de la population, dans le sens du bien-être de la population, vous accusez sa décision de populiste, à ce moment-là, vous risquez de vous attirer la colère de cette population. Puisque si la population se retrouve dans cette décision, pourquoi est-ce que c'est populiste? Si c'est réalisé, concrétisé, la population applaudit.
Pourquoi diriez-vous que c'est populiste? C'est là qu'il faut faire attention. Lorsque vous vous attaquez à quelqu'un qui travaille pour la population, vous attirez la foudre. Vous semblez manifester la haine. Oui, mais pourtant, vous devez faire un effort. La mauvaise foi. La mauvaise foi. Oui. Alors, à ce moment-là, le FCC ferait beaucoup attention de ne pas tomber dans ce piège. Ben, il semble que quelque chose n'était plus entre Fathi et Kabila. Vous le ressentez quand même, hein, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Oui, mais on a commencé à le ressentir depuis très longtemps. Lorsque Félix Tshisekedi a annoncé la nomination d'un informateur, on a vu Joseph Kabila sortir ses griffes tout de suite et appeler la majorité des députés nationaux à Kingakati pour envoyer un message à Félix Tshisekedi. Non, j'ai ma majorité, vous n'avez plus d'intérêt à nommer un informateur. Et maintenant, on a appris qu'il a transmis le nom du Premier ministre. Il y a ceux qui disent que c'est un seul nom. Il y a ceux qui disent que c'est 3 noms. Alors, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Mais je suis en train aussi de saluer la sagesse qui se trouve du côté du cash, parce que le cash ne veut pas mettre en danger la sûreté de l'État. Les Congolais sont en train de pousser Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à la faute pour qu'il y ait un bras de fer à ciel ouvert entre eux et le FCC. Non, le pays va perdre dans ce bras de fer. Et il y a quand même une clairvoyance du côté du cash. On évite de mettre en danger la sûreté de l'État. Parfois, on concède certaines choses, pourvu qu'on y aille mollo. Et le plus important, c'est l'intérêt national. Ambroise Mamba, il y a aussi ce bras de fer à ciel ouvert entre la présidence et la primature, hein, par rapport à ce que Vital Kamerhe avait demandé qu'on puisse suspendre la taxe des GDA. Bon, Chibala est en train de bouder, je ne sais pas, il refuse. Ah oui, mais les gens sont forts dans les termes, bouder. Oui, c'est ce qu'on a dit aussi à Nanga. Nanga a boudé les mesures d'urgence. Oui, les gens sont forts dans les termes. Oui. Bon, il semble que le problème, c'est que les Congolais sont hantés par un esprit de querelle. Ça n'est rien comprendre, hein, franchement. En fait, les Congolais aiment... le diable partout, le mal partout. Les Congolais aiment quand les institutions sont en crise. Ils n'aiment pas le mieux, voilà. ou bien on n'est pas encore habitué à ça. Pourtant, les Congolais ne sont pas encore habitués. Ce n'est qu'un exercice normal à la bonne marche des choses. En administration. C'est de l'administration. Est-ce que vous savez qu'avant qu'on ait les réseaux sociaux, est-ce que vous connaissez les correspondances qui existaient entre les présidents de la République et les premiers ministres? Non. Et les ministres? Qui voyait ça? Personne ne voyait. Hormis les membres des cabinets. Mais aujourd'hui, par la magie des réseaux sociaux, tout le monde voit la lettre que le Premier ministre adresse au Président de la République. Tout le monde voit la lettre que le Président de la République adresse au Premier ministre à travers son directeur de cabinet. Et tout le monde en amplifie à sa manière. Non, bon, de toutes les façons, on va parler un peu de la lettre elle-même. Bon, Bruno Tshibala n'a pas totalement tort. Hein. Bruno Tshibala n'a pas totalement tort. Il s'agit de la taxe d'accise. Le chef de l'État aurait reçu un groupe, à travers son directeur de cabinet bien entendu, aurait reçu un groupe des responsables d'entreprise qui se seraient plaints par rapport à cette taxe. Alors, on a instruit le Premier ministre d'annuler l'ordonnance qui appliquait cette taxe. Et le Premier ministre a répondu au directeur de cabinet du chef de l'État en instruisant en même temps le ministre des Finances de poursuivre à percevoir cette taxe. Ce n'est que normal. Normal, pourquoi? Parce que le pays a toujours besoin d'argent. On a besoin de faire des recettes. Dans la mobilisation des recettes. Il y a trop de taxes aussi, hein? Dans la mobilisation de recettes. Oui, mais justement, il y a ça, il y a... Au niveau de la fiscalité, on est en train de réformer d'ailleurs la fiscalité congolaise pour la rendre un peu plus légère, plus souple, plus simple bien entendu. Mais le problème aussi c'est que, est-ce qu'au niveau, je suis en train de me demander si au niveau de la présidente de la République, on avait réalisé que ça posait effectivement problème. Et si ça posait effectivement problème, est-ce que les responsables des entreprises qui se sont plaints avaient eu raison ou non? Et s'ils avaient raison, je pense qu'une simple réunion d'harmonisation avec le Premier ministre ou avec le ministre des Finances qui gère la tutelle de la mobilisation des recettes à travers la DGDA, la DGI, la DGRAD, une simple réunion d'harmonisation
nous éviterait cet échange de correspondance. Et ça risque de donner l'impression qu'il y a une crise. Non, il n'y a pas de crise. La deuxième lettre concerne le ministre Loumeya. Oui. Mais là, le Premier ministre s'est quand même exécuté. Est-ce que les Congolais ont vu là où le Premier ministre a refusé de suspendre le ministre des Affaires foncières? Non. On cherche toujours la petite bête. On cherche toujours la petite bête pour opposer les gens. Oui, c'est ça. Et les gens aiment ça. On doit s'habituer. Les gens aiment ça parce que pour eux, c'est là. Il semble que c'est le cocktail le plus alléchant des Congolais. Ah oui, c'est ça. Alors, comment trouvez-vous les 100 jours de Fathi rapidement? Bon, il me semble que les 100 jours de Fathi a mis à nu la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de Joseph Kabila. En quelle matière? L'infrastructure, par exemple. Non, mais... C'était une des priorités. Non, bon... Et puis, il y a eu des grèves par-là. Chaque fois, il faut pas réagir quand même. Il ne faut pas tout de suite déduire de cette manière. Antoine Gizenga, qui est mort, le tout premier ministre de Joseph Kabila après les élections de 2006, avait eu aussi un programme d'urgence de 100 jours. Et à la suite de ce programme d'urgence, il y avait eu aussi des routes. Les routes, oui. Mais elles sont en quel état actuellement? En état défectueux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Juste après ce programme d'urgence de 100 jours d'Antoine Gizenga, Premier ministre de Joseph Kabila 2006, il y a eu aussi les programmes des 5 chantiers de la République. On a vu des routes, on a vu des chantiers. Mais ces routes sont en quel état aujourd'hui? Le problème n'est pas de dire que par rapport aux routes, les 100 jours de Fathi met à nu la mauvaise gouvernance de Joseph Kabila. Non, il ne faut pas tout de suite déduire comme ça. Il faut peut-être penser à la durabilité. Oui, peut-être avoir des durabilités, c'est ce que je voulais dire aussi, dans ce qui est en train d'être réalisé. Il faut voir la durabilité de ce qui est en train d'être réalisé dans les 100 premiers jours de Fathi. Parce qu'il ne faudra pas que ça soit de la poudre aux yeux, tout simplement. Parce que on a fait une route, on a fait des routes, et puis on pourrait déduire que non, effectivement, et on a démontré la mauvaise gestion. Non, le problème, si c'est dur, c'est à saluer. Si c'est en dur, c'est à saluer. J'aurais appris qu'on a mis du béton du côté des Mandengele. Il y avait un autre béton à l'époque, mais ça s'est détérioré. On a mis encore du béton actuellement. On salue toutes ces actions-là des 100 jours. Mais le problème, c'est que il y a quand même des choses qui sont quand même intéressantes dans les 100 premiers jours par rapport à la grogne sociale. On a vu quand même Fathi prendre tout de suite le bâton pour frapper les mandataires. On a parlé de la suspension du tout-puissant Manikunda de la RPTC, de la suspension du ministre des Affaires foncières. Ça n'existait pas auparavant. On a parlé de la suspension du DG, de l'ex-Onatra. Ça n'existait pas auparavant. C'est peut-être ça qui marque la différence. Il n'y avait pas peut-être la carotte avec Joseph Kabila, il y en a actuellement, mais pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure, voilà. Dernière question, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de l'émission. Les émoluments des députés pourraient être revus à la baisse. Comment les trouvez-vous? Rapidement, Ambroise Mamba. Bon, tout part du président de la République. J'ai vu le directeur de cabinet dire par exemple que non, c'est le président de la République qui va d'abord lui-même réduire son train de vie. Il va donner un exemple tout simplement. Un exemple, oui. Vital Kamerhe a posé une question. Comment vous imaginez qu'un comédien bénéficie de 6 000 $ ou 13 000 $ ou 10 000 $ parce qu'il est élu député national, alors qu'un enseignant... C'est pas une forme de corruption, là. Alors qu'un enseignant... C'est pas une forme de corruption. Alors qu'un enseignant obtiendrait 100 $, 200 $. Un général, 4 étoiles, 200 000 francs congolais. Un général de l'armée, 200 000 francs congolais. Comment vous imaginez ça? Comment imaginer un général qui va mourir au front, un enseignant qui forme des cadres, un député national qui est là dans la politique aérienne quelque part. Imaginez-vous, un député national qui est dans la politique aérienne, qui est là pour blanchir des ministres qui sont dans la mégestion, blanchir un premier ministre qui serait peut-être dans la mégestion, et que ce député national puisse obtenir 13 000 $, ainsi de suite. Il y a quand même une mauvaise foi. Ça ne coûte rien. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. À ce moment-là, il faut quand même équilibrer. Ici, il s'agit peut-être de carrière, il s'agit d'un personnel politique. Mais il y a des accords entre les députés et la présidence sur la question des émoluments. Peut-il conduire à une crise? Oui, mais sur la question d'argent, il n'y a pas d'opposition. Les députés du FCC sont venus vraiment pour servir la population? Est-ce qu'ils savent que non, quand ils
lorsque vous devenez politicien, c'est pour être au service de la nation et non pour ses intérêts. Et là, on a comme l'impression que ça a vraiment touché les députés. Et ça a touché la sensibilité des députés. La sensibilité des députés nationaux qui voient désormais... Ils sont là pour s'enrichir. Non, mais vous savez aujourd'hui, il faut arriver à faire voir à la face du monde qu'on ne peut pas seulement se sentir mieux lorsqu'on est député national. Oui. Il faut aussi revaloriser la profession d'enseignant, revaloriser la profession d'infirmier, médecin, ainsi de suite. Vous verrez que les gens, on n'aura plus 18 000 candidats, on n'aura plus 10 000 candidats députés nationaux à une élection à la députation. Non. Vous verrez que les gens vont aller à l'ISP étudier pour devenir des enseignants. Vous verrez que les gens vont aller introduire leur CV dans d'autres structures de l'État pour avoir un bon salaire et travailler, gagner sa vie. Et c'est ce qu'il faut soutenir dans ce sens. Et je pense que les députés nationaux, ils sont tout simplement en train de se servir eux-mêmes. Qu'ils prennent l'exemple du chef de l'État lui-même qui souhaite réduire son la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc il commence d'abord par réduire... Vous savez, il me semble... Il y a quelqu'un, on m'a raconté une histoire, je vais dire, il semblerait que quelqu'un aurait aussi demandé à Félix Tshisekedi de construire aussi sa ferme, en référence à la ferme de Kingakati. Vous savez la réponse qui lui a été donnée? Non. Il a dit, non, je ne pense pas même en 5 ans je pourrais arriver à construire ça. Je ne sais même pas si dans... Même pas, non, je ne sais pas que je peux arriver à construire ça. J'ai aimé la réponse du président de la République. C'est comme s'il veut dire... Vous voulez me pousser quoi? Au vol? Au vol, oui. Pour que j'arrive à vous construire? Ceux qui ont construit l'ont volé. Non, on ne veut pas dire que ceux qui ont construit ont volé. Le chef de l'État a géré pendant 18 ans. Kingakati n'a pas été connu après une année de la gouvernance du chef de l'État. Mais ça va, c'est ça. N'a pas été connu après 2-3 ans. C'est après plusieurs années. Ça signifie qu'il a eu, avec sa dotation, arrivé à économiser pour avoir ses bijoux, qui fait la fierté de la ville de Kinshasa. Un mot de la fin, rapidement. Donc, demander à Félix de le faire, c'est lui demander peut-être d'aller vite en besogne. Et il y a des crispations politiques, libération des prisonniers, et puis la situation sécuritaire du Nord Kivu qui est devenue une marchandise, il paraît. Ben voilà, par rapport à tout ça, un mot de donc, des crispations politiques. Et puis on va... Félix Tshisekedi a réussi, ce que Joseph Kabila avait commencé. Joseph Kabila avait débuté déjà avec la libération des prisonniers politiques. Il y avait 3 cas emblématiques qui étaient restés en prison. Il n'y en a plus. Domi est sorti avec une liberté conditionnelle, même si il a un peu minimisé les conditionnalités du ministre de la Justice en disant que c'est des nuls et des nuls les faits. C'est un peu ingrat de sa part de pouvoir dire ça. Alors désormais, Moïse Katumbi pourrait rentrer au pays. Il a obtenu... son passeport. La Mouka est en train de voir s'il faut faire l'opposition à Félix Tshisekedi. Quel avenir pour la Mouka qui va revenir peut-être? Donc tout ça c'est des signaux que l'espace politique c'est déjà éclairci. Il n'y a plus de problème. Le problème c'est seulement en interne, dans la gestion, entre les FCC et les CACH, dans ce qu'on appelle la vraie fausse coalition. Ça sera tout, Ambroise Mamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir notre expert en maison en matière politique, Ambroise Mamba, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité et politique. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à très bientôt. Et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère, Glody Nathan Pochot, qui fête son anniversaire aujourd'hui, et c'est samedi même. Joyeux anniversaire, au revoir et à la prochaine.